Alors, pour terminer notre matinée, nous allons chausser d'autres lunettes, les lunettes notamment des médecins, pour mieux comprendre les effets du vieillissement et de l'usure professionnelle et, au-delà du diagnostic, nous allons essayer de voir quelles sont les mesures à prendre pour prévenir ces effets-là et les gérer, notamment en prenant en compte la question des fins de carrière. Alors nous partons pour Argentan. Nous partons pour Argentan où nous attendent Audrey Patry-Poussin. Le docteur Audrey Patry-Poussin, faites un petit signe pour qu'on puisse vous reconnaître, madame, bonjour, qui est médecin généraliste et qui s'est installé au Bonjour. pôle de santé de Saint-Germain-du-Corbéis, près d'Alençon, en juin 2021. Vous imaginez ce qui s'est passé à Saint-Germain? Tout d'un coup, on apprend l'arrivée d'une jeune médecin généraliste. Ils ont dû tirer un feu d'artifice. Ça a dû être quelque chose d'exceptionnel. On a dû vous prendre en photo pour vous remercier. Donc, une jeune professionnelle avec un regard neuf, évidemment, sur une patientèle qu'elle découvre. On a le docteur Elisabeth Marco Tullio. Bonjour, madame, qui est médecin du travail. Et elle possède une solide expérience en matière de QVCT, notamment auprès des collectivités. Et elle connaît bien les centres de gestion. Et donc, nous avons aussi Aïcha Leb. Aïcha Leb, c'est la DGS de la communauté de communes Andenne-Passé, située au sud de Domfront, à la croisée des départements de l'Orne, de la Manche et de la Mayenne. 12 communes. La plus connue, c'est évidemment Bagnoles de l'Orne. Aïcha Leb est accompagnée peut-être de Marie Duarte d'Arosa, qui est la responsable RH de la collectivité. Bon, eh ben, on a là un ensemble d'acteurs qui vont pouvoir nous éclairer sur des enjeux tout à fait importants de la QVCT. Je commence avec vous, Madame Patry-Poussin. D'abord, je voudrais, est-ce que vous pouvez caractériser votre patientèle, celle que vous découvrez en vous installant? Qui vient vous voir, Alors moi, madame? comme vous l'avez mentionné, je me suis installée donc en juin 2021, donc c'est une installation relativement récente. J'ai fait une création de patientèle, donc j'ai une patientèle relativement jeune, donc beaucoup de pédiatrie, mais aussi beaucoup de salariés en activité, et une Donc patientèle plutôt semi-rurale. vous avez été bien accueilli, comme je le disais tout à l'heure? Comment? Je suis désolée, je suis un peu sourde Oui, en ce moment, j'ai pas entendu. vous avez bien été accueilli lorsque vous vous êtes installé. Oui, oui, bah oui. À bras Bon, ouverts par les patients, surtout que je me suis installée au moment où il y avait un médecin qui partait en retraite dans une commune aux alentours, donc forcément, ouais, les je vous fais places ont été réagir vite là-dessus parce que l'enjeu prises. crise démographique médicale, l'enjeu désertification est évidemment un enjeu important, y compris sur les affaires qui nous intéressent. Ah bah oui, là c'est clairement inquiétant, hein, la situation actuelle, c'est pas le sujet du jour, mais un petit peu quand même. Là, on va se retrouver sur le secteur d'Alençon, que je connais particulièrement bien, entre 10 000 et 15 000 patients sans médecin là, à la fin de l'année. Hmm. Donc effectivement, si on veut prévenir le vieillissement au travail, ça passe notamment par le médecin généraliste, mais encore faut-il que les patients aient la chance d'en avoir un, parce que sinon on se retrouve avec des problématiques bien plus importantes. Lorsque vous êtes au contact de vos patients, madame, est-ce que la santé au travail est un enjeu fort? Est-ce que spontanément, ils vous en parlent? Est-ce que naturellement, dans les diagnostics que vous établissez, vous faites le lien entre pathologie et travail? Alors eux n'en parlent pas toujours systématiquement. Moi, j'essaie d'aller assez fréquemment sur ce terrain, c'est-à-dire que déjà quand je reçois un patient pour la première fois, j'ai toutes les questions types que je pose, dont la profession. Et puis ensuite, en fonction de la profession, j'essaie d'orienter mes questions, voir un petit peu s'il y a exposition professionnelle ou pas, s'il y a risque de TMS, et éventuellement, dans un second temps, plus sur le plan psychologique. Et puis ensuite, nous, on a quand même voilà, le regard du médecin généraliste qui connaît bien son patient et qui souvent voit des petits signes avant que le patient lui-même se rende compte qu'il y a une problématique. Donc c'est aussi à nous d'aller un petit peu sur le terrain en creusant et voilà, en l'orientant sur comment ça se passe au travail et le mettre un petit peu en garde. Et est-ce que vous constatez, madame, une progression des pathologies liées à l'usure professionnelle et au vieillissement?
Est-ce que dans les échanges que vous avez avec vos patients, vous mesurez un effet d'augmentation? Oui, je pense. Alors, je pense qu'on peut catégoriser, vraiment en 2 grandes parties, les problématiques de vieillissement et les problématiques au travail. C'est, tout ce qui est physique. Donc là, je pense que sur tous les TMS, et compagnie, il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont été mises en place et pour le coup, là, après, j'ai pas un très grand recul, mais je pense qu'on n'est pas forcément sûr de l'augmentation parce que, voilà, tout ce qui est matériel ergonomique, il y a les équipements de protection individuelle, enfin, il y a tout plein de choses qui sont mises en place. Par contre, sur le plan psychologique, oui, j'ai quand même l'impression effectivement que là, on est sur, une situation qui, moi, a tendance à m'inquiéter. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous entendez, madame? Et bah, de plus en plus là de salariés, alors notamment de la fonction publique, qui décrivent un réel mal-être au travail et des patients qui ont travaillé, voilà, ça fait 20 ans qu'ils y bossent, ça s'est toujours très bien passé, et là, on sent que, bah, voilà, il y a sûrement plein de contraintes, hein, notamment, j'entendais rapidement tout à l'heure les contraintes de recrutement tout simplement et donc j'ai l'impression en tout cas qu'on demande toujours plus, avec, moins. Et donc, bah, les patients essaient de faire, enfin les travailleurs en tout cas, essaient de faire au mieux et puis, mais il y a un moment, on peut pas, à un faire le travail de 3 donc, bah, voilà, ils s'usent. Est-ce qu'ils parlent de ces questions, que ce soit euh, des pathologies physiques, TMS ou des souffrances psychologiques, est-ce qu'ils en parlent facilement avec vous ou est-ce qu'il y a encore une pudeur à évoquer le rapport entre l'état de santé et l'univers du travail? C'est avant tout, je pense, la relation de confiance médecin-malade qui fait que le patient va plutôt, enfin moi j'ai pas forcément ce genre de soucis, ça se passe en général plutôt bien. Hem Non, souvent, ils arrivent quand même à identifier. Enfin, c'est à nous de poser les bonnes questions aussi et à creuser un petit peu, mais ils arrivent quand même souvent à mettre en lien, leurs problématiques avec le travail. Là où c'est plus compliqué parfois, c'est de les arrêter, mais sinon ils arrivent en général à accepter que c'est dû au travail. Alors, il y a évidemment les prescriptions que vous pouvez faire, bien entendu, mais on sent bien que sur ces enjeux-là, ça réinterroge évidemment l'univers du travail. On l'a vu dans des précédentes interventions. Euh, euh, Est-ce qu'il est facile pour vous, madame, médecin généraliste, d'évoquer les questions de la santé du travail avec les autres acteurs, les médecins du travail, avec les DRH, les directeurs des ressources humaines, ou avec les DGS, comme on a vu avec M. Baud tout à l'heure à Bricbec en Cotentin? Est-ce que c'est facile ou est-ce que chacun reste dans son coin en faisant le même constat sans qu'il y ait possibilité d'action commune au service du patient et au service de l'agent? Bah, nous, le lien entre, nous et le patient au travail, c'est le médecin du travail. Puisqu'on peut pas, nous, aller se mettre en lien avec les DRH ou les DGS, on est tenu au secret médical. Après, le médecin du travail, oui, on peut le contacter, mais c'est pareil, c'est une denrée, de plus en plus rare aussi. Mais voilà, on essaie en général de, au moins par un courrier, de se mettre en lien avec le médecin du travail et puis ensuite, conversation téléphonique si nécessaire. Vous avez, dans cette conférence régionale de la fonction publique, de la fonction territoriale, beaucoup de responsables de collectivités, hein, que ce soit des élus, que ce soit des DGS, qui vous écoutent aujourd'hui. Est-ce que vous avez des recommandations à leur faire à travers les lunettes qui sont les vôtres, celles du médecin généraliste? Est-ce que vous avez des suggestions? Est-ce que vous avez des idées à émettre? Bah, je pense qu'il y a déjà sûrement beaucoup de choses qui ont été faites, notamment, sur le plan physique. Je sais qu'il y a des collectivités qui proposent, par exemple, du sport santé, ça c'est super. Il faut vraiment continuer à mettre les salariés, en mouvement et ça aide aussi, hein, à prévenir les TMS et puis, être alors après, c'est ma vision de médecin généraliste, hein. Je sais en pratique sur le terrain, c'est sûrement pas si simple, mais c'est vraiment être à l'écoute des salariés et se rendre compte que
voilà, souvent, enfin moi, ceux que je vois le plus souvent, c'est ceux qui sont plutôt dans le bas de l'échelle. Et suffit que le conflit il soit avec le N+1, bah, finalement, ça remonte pas plus haut. Et puis, bah, on se retrouve avec des situations compliquées à gérer pour tout le monde, puisque bah, la collectivité n'a plus son agent, et puis l'agent a des difficultés à retourner au travail ensuite. Je vais me tourner maintenant vers le docteur Elisabeth Martoglio, qui est médecin du travail. Madame, vous travaillez régulièrement avec les collectivités. Ah ben, je suis même employée par une collectivité qui est le centre de gestion de l'Orne. Donc oui, et puis dans mon passé, j'ai été médecin du travail de plusieurs collectivités, oui, tout à fait. Oui. Quel est le rôle d'un médecin du travail pour une collectivité? C'est quoi votre boulot? Ah bah comme dans toute entreprise, une collectivité est une entreprise, et le médecin du travail est le conseilleur du salarié et du chef d'entreprise pour éviter toute altération de la santé physique et mentale au travail. À Et travers, donc oui, je vous en prie, madame. et donc la prévention aussi de l'usure professionnelle, qui est un processus obligatoire qu'on voit, quelles que soient les fonctions, il y a quand même une altération progressive, on le sait, hein, on a plus mal en vieillissant, on a moins de souplesse. Donc une altération, un processus naturel d'altération des propriétés physiques et mentales qui sont plutôt centrées sur les risques physiques, mais avec une composante organisationnelle. Si vous faites du travail répétitif, des tâches, des objectifs inatteignables, et puis avec aussi comme facteur constant les antécédents, la carrière professionnelle, ce que la personne a fait avant. Et donc là, nous, on est là pour essayer d'accompagner ces difficultés, mais aussi pour intervenir en amont avec toute l'importance notamment du document unique d'évaluation des risques professionnels pour lesquels il y a un accompagnement. Le centre de gestion peut accompagner les collectivités pour faire ça et pour identifier, ne pas être en correctif, mais être en préventif. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire que vous êtes un producteur, enfin, en tout cas, vous incitez les collectivités à porter un regard global sur les enjeux du vieillissement, de l'usure professionnelle, et en même temps, est-ce que vous faites du cas par cas? Est-ce que vous intervenez pour telle ou telle personne qui a rencontré un problème spécifique? Global ou cas par cas? Les deux en général, c'est global et cas par cas. Les consultations, justement, les consultations qu'on a de visite de reprise systématique, c'est du cas par cas. On écoute l'agent dans sa collectivité et à son poste de travail, en identifiant ses risques, les risques auxquels il est exposé et en tenant compte de sa propre situation de santé. Et puis, de manière beaucoup plus globale, dans le cadre de notre tiers-temps qui est obligatoire, où on va visiter les collectivités. Quelquefois, on nous voit un petit peu comme des espions quand on arrive, mais c'est pour plutôt donner toujours la même chose, conseiller, dire qu'on est là, et pour essayer de faire évoluer cette prévention primaire qui est de limiter les risques auxquels sont exposés les agents dès le début de leur prise de poste, et puis faire un état des lieux régulier et pour améliorer sans cesse les conditions de travail en général de tout à chacun dans la collectivité. Nous reviendrons tout à l'heure sur votre rôle de médecin du travail, point d'articulation entre, d'un côté, le salarié, les salariés, de l'autre côté, la collectivité. Mais d'abord, je voudrais que vous nous décriviez, madame, quelles sont les pathologies du vieillissement. Tout à l'heure, notre intervenante Audrey disait, bon ben voilà, je constate dans ma patientèle une montée en puissance de certaines pathologies. Qu'est-ce que ça signifie? Pouvez-vous nous décrire ces pathologies liées au vieillissement professionnel? Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est principalement des pathologies liées au risque physique qui sont plus ou moins accentuées par les conditions de travail et le passé de l'agent. Et donc, les risques physiques, c'est le port de charge, les ports de charge, travail bras en hauteur, avec les altérations au niveau des épaules, les positions à genoux, accroupies, donc tout ce qui touche les articulations des membres supérieurs, des membres inférieurs. Avec des
articulations qui sont plus particulièrement embêtantes quand elles sont touchées, notamment les épaules, qui conduisent quand même à pas mal d'inaptitudes. Quand vous pouvez plus du tout faire écarter les épaules et mettre les bras en l'air, tous les gens qui sont dans les postes techniques sont quand même très restreints dans leurs activités. Et puis tout ce qui est lombalgie aussi, donc le port de charge ou station debout prolongée, piétinement, tout ça, ça peut provoquer des pathologies physiques qui, en vieillissant, vont s'aggraver. Quand vous avez une personne qui a de gros problèmes de dos, de gros problèmes d'épaule, qui a 60 ans, qui se retrouve dans une fonction de travailleur en crèche, par exemple, avec pour mettre du joli mobilier, mais où il faut mettre les enfants, les plus grands bien entendu, donc c'est ceux qui sont les plus lourds et qu'il faut les mettre à 1 m 10 de hauteur, c'est des charges inconfortables à porter, et au bout d'un moment, la personne elle dit je peux faire mon métier, mais ça je peux pas. Donc ça va être reporté sur une autre personne qui, elle, va peut-être en faire 2 fois plus, et puis ce sera pas à 60 ans, ce sera peut-être à 55 ans qu'elle dirait non, moi je peux pas, etc. Et ça peut faire des phénomènes en cascade, et c'est pour ça que c'est peut-être important de réfléchir au matériel, et qu'il n'y ait pas de matériel. Alors ça veut peut-être dire aussi des espaces plus grands, parce que quand on peut rien mettre en hauteur, faut mettre en surface. Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir à soit augmenter les surfaces, soit à réduire par exemple le nombre d'enfants qu'on accueille dans une crèche. Est-ce que c'est acceptable, et qu'est-ce qui est le plus acceptable? Donc tout ce travail en amont, c'est un travail de longue haleine qui se fait très progressivement. Je pense que vraiment le point de départ, c'est le document unique, où par unité, on fait parler les agents et ils parlent de leurs difficultés, et en face de chaque difficulté, on identifie le risque, on parle de sa gravité, et on met en place une action corrective en priorisant après celles qui sont les plus urgentes des moins urgentes. On ne peut pas tout faire d'un coup. Mais ce document n'est pas un document à faire one shot en disant ça y est, on a fait, on est tranquille vis-à-vis de la réglementation. C'est vraiment un document de travail qui doit permettre d'améliorer les conditions de travail à terme des agents. Alors, vous avez parlé des pathologies physiques, notamment des TMS, qui sont assez bien connues, reconnues aujourd'hui. Qu'en est-il, madame, des souffrances psychologiques? Alors là, les souffrances psychologiques, je fais partie de commissions au ministère où on décide de la création des maladies professionnelles avec les partenaires sociaux. Et les souffrances psychologiques reviennent régulièrement. Et il n'y aura pas une maladie professionnelle est reconnue quand on sait que les gens exposés à ce risque ont plus de chances de développer une maladie professionnelle que les gens qui ne sont pas exposés. La souffrance psychique, c'est totalement variable. C'est variable. C'est pas un travail qui entraîne une souffrance psychique. Ce sont des conditions de travail. Donc, c'est peut-être le N+1, le N+2, le N-1, tous ces N. Ça peut être un cas, on parlait avec Aïcha tout à l'heure, des fusions. Les fusions non accompagnées peuvent être risque de troubles psychosociaux extrêmement importants. Personne n'est en cause, mais ça n'a pas été fait dans le bon sens. On a été mal accompagné, peut-être mal conseillé. Et donc, il n'y aura jamais, on ne pourra pas dire ce poste expose à des risques professionnels, de risques psychosociaux. C'est plutôt les circonstances qui font les risques psychosociaux. Et puis le manque d'accompagnement derrière, ou le manque de vigilance, ou le manque, vous parliez tout à l'heure des signes qui font qu'une collectivité est en bon état ou en mauvais état, et comment on pouvait voir que ça s'améliorait. Moi, j'avais appris que les indicateurs RH, c'était extrêmement important, notamment le turnover, l'absentéisme de courte durée, l'âge, justement, la pyramide des âges dans la structure, le nombre d'arrêts de travail, le nombre d'accidents de travail. Tout ça, c'est des indicateurs totalement objectifs du bien-être au travail, auquel il faut forcément s'attacher. Alors, je vais revenir vers vous tout à l'heure sur le fonctionnement, ou en tout cas la posture, la position du médecin du travail vis-à-vis des collectivités et des élus, notamment, qui les gouvernent. Mais d'abord, je voudrais recueillir le témoignage d'Aïcha Leb, qui est la DGS et puis la DRH de la communauté de communes Andenne Passé. Madame Leb, bonjour. Bonjour.
Rappelez-nous ce que représente votre communauté de communes. C'est combien de communes, c'est combien d'agents, bref, un petit portrait rapide. Alors, la communauté de communes, je ne sais pas si on m'entend. C'est bon, c'est bon. C'est bon, parfait. Alors, la communauté de communes Andenne Passé, donc, c'est une collectivité de l'ouest du département. On est sur 12 communes membres avec 140 agents. 140 agents à peu près, une collectivité plutôt bien intégrée, avec de nombreuses compétences et du coup du personnel divers et varié en termes de métiers et donc de filières statutaires. Voilà. Alors, on a une spécificité à la communauté de communes Andenne Passé, c'est qu'on a créé des services communs. Alors, ce n'est pas une compétence, ce sont des services communs, donc selon la demande et le souhait des communes, c'est-à-dire qu'elles adhèrent à ce service et c'est l'Interco, donc la communauté de communes, qui gère le personnel de ces communes. On a 2 services communs à la communauté de communes Andenne Passé. Le service commun scolaire, donc qui va intégrer le fonctionnement scolaire et le personnel scolaire, et un autre service commun qui est le personnel communal, donc personnel technique et personnel administratif. Sur nos 12 communes, 6 communes adhèrent au service commun et on rencontre notamment les communes plutôt du secteur rural, des petites communes, et c'est vrai que ça leur permet en fait d'avoir un appui, une ressource pour tout ce qui va être gestion de leur personnel en termes de gestion administrative, gestion statutaire, du coup aussi tout ce qui va concerner les problématiques de conditions de travail, mais là on est en lien avec les communes puisque ces agents sont mis à disposition et affectés dans les communes sous l'autorité des maires. Mais ce sont des agents de la communauté de communes. Voilà, c'est une petite spécificité qu'on a, mais qui est liée aussi à l'historique, c'est-à-dire que avant la fusion, puisque la communauté de communes Andenne Passé, elle est née la fusion de 2 intercommunalités, le Pays d'Andenne et le Bocage de Passé, et le personnel communal était une compétence d'une des intercommunalités. Mais quand il y a eu la fusion, ce n'est pas une compétence qui a été retenue pour cette interco. Du coup, d'où la proposition de créer des services communs. Est-ce que vous avez une politique QVCT, madame? Alors, je vous pose la question en place et concrétisée, non, pas encore. C'est-à-dire que là, c'est notre prochain défi et notre prochain objectif 2024. Par contre, pour pouvoir mettre en place justement toute cette dynamique, il a fallu qu'on fasse un travail préalable assez important, qui était notamment un travail de structuration et d'organisation de la collectivité. Je rejoins beaucoup de mes collègues et des interventions qu'il y a pu avoir tout à l'heure sur effectivement la nécessité d'organiser, de structurer les services pour pouvoir mettre en place ce type de dispositif et ce type d'enjeu. Parce que notamment dans les conditions de travail et les problématiques qu'on a pu rencontrer au sein de la collectivité, c'est aussi des agents qui en fait savent pas ce qu'on attend d'eux. C'est-à-dire un problème de positionnement, un problème de définition de leur fonction, de leur mission et de place dans la collectivité. Donc il a fallu déjà, alors c'est ce qu'on a fait nous au sein de la communauté de communes Andenne Passé, c'est-à-dire que déjà on a construit un organigramme, on a construit et créé des services et puis on a positionné les agents pour que chacun ait sa place. Donc ça c'était déjà un prérequis qui était nécessaire et essentiel pour pouvoir continuer dans cette dynamique. On a fait aussi tout un travail qu'on a retrouvé dans d'autres collectivités sur la mise en place et l'élaboration d'un règlement intérieur, une refonte complète du régime indemnitaire pour pouvoir aussi actualiser les emplois, actualiser toutes les fiches de poste. Aujourd'hui, tous les agents ont une fiche de poste, savent à quel service ils sont attachés et à quel supérieur hiérarchique ils sont attachés. On a aussi au sein de la collectivité des possibilités de travail sur 4 jours et demi, mise en place du télétravail. Donc il y a toutes ces choses qui ont été mises en place en amont, en lien avec les représentants du personnel, puisque c'est aussi un travail qu'on a mené en partenariat avec les organisations syndicales, avec des groupes de travail, un vrai travail consensuel et avec tous les membres du CST.
une forte implication des élus. Je dois dire qu'on a au sein de la communauté de communes Andenne Passé un président, une vice-présidente en charge des ressources humaines et tous les élus qui sont très sensibles à ces enjeux et à la politique RH et qui nous donnent et les moyens financiers et les moyens humains de pouvoir mettre tout ça en place. Voilà. Donc c'est notre prochain chantier. Voilà. Mais, à travers votre témoignage, on comprend que la question de la QVCT réinterroge complètement l'organisation d'une collectivité et que la question de redonner du sens à l'action de chacun pour pouvoir le repositionner dans un organigramme notamment est une question importante. Là, on est, vous avez vu, dans un temps de vieillissement, de la population et notamment des agents. On est donc confronté à des pathologies du vieillissement. On a évoqué les pathologies psychiques. Comment est-ce que on travaille sur ces questions-là à l'échelle de votre collectivité? Par exemple, comment est-ce qu'on fait pour que ces pathologies soient exprimées, prises en compte? Comment est-ce qu'on reclasse les agents qui en ont besoin? Comment est-ce que la hiérarchie doit se mobiliser sur ces questions-là, madame? Alors là, sur ces enjeux-là, on travaille beaucoup, et là, pour le coup, avec la médecine du travail, qui là, elle nous accompagne dans les préconisations, dans ce qu'il est opportun ou pas opportun de faire ou de mettre en place. En fonction des différentes pathologies, on l'a évoqué tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a un axe notamment, c'est l'investissement et l'acquisition de matériel et une modernisation de nos outils de travail, qui parfois permet aussi de résoudre des problématiques d'inaptitude physique. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, et j'en profite, mais on a un document unique, ça fait partie aussi des choses qu'on a souhaité mettre en place rapidement dans notre démarche. Donc, on a un document unique qui nous permet, par unité de travail, en tout cas, de détecter les différentes problématiques. Après, on essaie effectivement, et là, avec un service des ressources humaines et le recrutement de Madame Duhart, justement, d'avoir un vrai service ressources qui accompagne les agents dans ces problématiques pour qu'on puisse, dans un premier temps, envisager des aménagements sur le poste qu'occupe l'agent, et dans l'hypothèse où le maintien dans la fonction n'est pas possible, voir les possibilités de reclassement. En tout cas, d'accompagner ces enjeux-là, essayer de trouver toutes les solutions possibles. Madame Duhart, je vous donne la parole. Quelle est votre mission? Alors, directrice DRH, responsable des ressources humaines au niveau de la communauté de communes d'Andenne Passé. Et donc, dans le cadre de la démarche qui est initiée, de manière à pouvoir évidemment mieux organiser le fonctionnement de la collectivité pour plus d'efficience du service public dans l'intérêt des agents, en tenant compte évidemment de leur vieillissement et de leurs soucis, quelles sont les actions que vous conduisez, vous, madame, au regard de vos responsabilités? Alors, en lien avec ce que vient de dire ma directrice générale, c'est déjà la première chose qui me vient en tête pour répondre à votre question, c'est sensibiliser mes collègues responsables de service sur cette problématique générale des conditions de travail, l'hygiène, santé, sécurité, conditions de travail, sur lequel nous sommes. C'est un gros travail qui va être lancé très prochainement en lien avec les membres du CST, les représentants du personnel. Déjà, c'est sensibiliser mes collègues à cette réflexion. C'est aussi, moi, en tant que DRH, ne pas rester cloisonné dans mon bureau. Je m'explique, la volonté d'aller sur le terrain. Moi, je suis arrivée en tout début d'année, je viens de l'État. Donc, je fais un petit aparté personnel, mais pour comprendre la dynamique qu'on peut avoir sur ce poste-là, et la mienne, je viens d'un ministère de l'État, première mission territoriale. Beaucoup, comme le disait Madame Neb, on est confronté en fait à une diversité des missions, je dirais même parfois un site, une mission différente. Donc cette volonté d'aller visiter, de rencontrer les problématiques directement, d'aller les recueillir sur le terrain.
Il s'avère que par ailleurs, dans ce genre d'action directe sur le terrain, et il faut, alors c'est du temps, mais il faut se donner le temps à ça aussi, il s'avère que parfois les agents, je ne sais plus comment ça a été dit, mais ne s'expriment pas forcément auprès de leur supérieur hiérarchique direct, parce qu'il peut y avoir, c'est le chef, c'est le chef du service, donc il peut y avoir comme un malaise, donc s'exprime directement auprès des ressources humaines et pas du N+1 ou N+2. Et dans ce qui peut m'être rapporté, alors il y a des choses qui sont d'ordre personnel et qui relèvent d'une certaine confidentialité, et il y a des choses, et là c'est à notre niveau, au niveau des services ressources humaines, il y a une analyse qui est faite pour ce que me dit l'agent, comment le mesurer, quel est l'impact sur le fonctionnement du service. Et en ce sens-là, je me rapproche dans un deuxième temps de ma hiérarchie et du responsable de service, proprement parlé, en disant voilà ce qui a pu m'être évoqué, et sous anonymat, quand ça me l'a exprimé, voilà ce qui m'a pu être évoqué, est-ce qu'on t'en a parlé, est-ce que tu es sensibilisé sur la chose, comment tu vois les choses, toi, à ton niveau, voilà le soutien que je peux t'apporter, et puis quand les choses ont un impact important d'un point de vue organisationnel, fonctionnel, c'est de le soumettre à la validation de la collectivité. Voilà, donc dans ce rapport-là, c'est sensibiliser les responsables de service. Je suis le responsable en fait j'ai deux casquettes, responsable de service du service des ressources humaines et du service d'animation sportive dans l'intérêt communautaire. J'ai deux services, j'ai 3 agents en gestion directe et j'ai un volet DRH où lorsque je fais cette manifestation auprès des agents, alors je ne vais pas chercher la problématique, mais qu'on me l'exprime, là c'est le volet DRH, mais je ne suis pas leur responsable de service. Donc voilà, il y a le positionnement du responsable de service et le mien. Et donc du coup, dans les responsables de service, nous sommes en fait, notre atelier, si je peux m'exprimer ainsi, vient au bout des 2 ateliers qui viennent de se passer. C'est comme une conclusion, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que pour positionner les responsables de service, il faut les accompagner, il faut dresser des plans de formation collectifs, individuels, et puis il faut mettre en place les outils dont on a évoqué, voilà. Mais il faut les sensibiliser, communiquer, informer, former. Donc voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Monsieur Bertrand? Tout à fait. Merci, Madame Duarte. Madame Leb, est-ce qu'il est facile de mobiliser les élus sur ces enjeux-là? Première question. Deuxième question, est-ce que l'intercommunalité est la bonne maille pour traiter un certain nombre de questions? Je pense notamment au reclassement, à l'avenir professionnel, à la gestion des fins de carrière d'un certain nombre d'agents. Donc, est-ce qu'il est facile de mobiliser les élus ou est-ce qu'ils sont prudents? Sur ces sujets-là, on est tous plus ou moins prudents. C'est des sujets qui sont sensibles. On n'a pas toujours les tenants et les aboutissants. Dans certains cas, il s'agit aussi de la situation d'un agent, que ce soit sur son état de santé ou autre. Donc, prudence, on l'est tous. Par contre, moi, je sais qu'au sein de notre collectivité, les élus, ils sont sensibilisés et on n'a pas de difficulté à les mobiliser en tout état de cause pour aborder ces sujets et trouver des solutions ensemble et pour les prises de décision. Après, voilà, il y a toujours un cas un petit peu particulier où ça va être plus problématique. Mais en tout cas, je dirais prudence, mais courage et capacité de décision. En tout cas, il n'y a pas de fuite des élus sur ces sujets-là. L'intercommunalité, est-ce que c'est la bonne maille pour pouvoir agir, pour pouvoir mutualiser? Alors, je dirais que je vais vous faire une réponse de Normande, oui et non. Oui, parce que, vous voyez, à l'instar des services communs dont je vous parlais tout à l'heure, c'est vrai que l'intercommunalité peut être une échelle, en fait, où on va pouvoir accompagner les plus petites communes, en tout cas les plus petites collectivités, en termes d'expertise, de moyens, d'ingénierie, et puis effectivement de possibilités de mutualisation et de liens avec d'autres collectivités.
Après, il faut quand même que la commune, ou en tout cas la collectivité dans laquelle l'agent est affecté, soit toujours dans la boucle, parce qu'il y a ce lien de proximité et puis le besoin, en tout cas en termes d'emploi et de mission, c'est celui de la commune. L'interco, à un moment donné, peut être aussi une échelle un peu trop éloignée pour gérer de la proximité et du direct. Mais par contre, on peut complètement être ensemble sur ces sujets-là et soutenir les collectivités. Je pense que l'intercommunalité, oui, peut être une bonne échelle, Oui. sans Quelles pour sont vos autant recommandations? déposséder les communes de ces sujets-là qui sont quand même importants, puisque voilà, c'est la gestion de leur personnel aussi. Quelles sont vos recommandations pour que ça marche? Pour que quoi marche? Eh bien, pour qu'une démarche de QVCT, pour Oui. qu'une collectivité se réinterroge sur le rapport au travail de ses agents, se réorganise, crée un climat de dialogue, de bienveillance, de manière à pouvoir écouter et répondre aux attentes dans l'intérêt des agents, mais aussi de la collectivité. Je crois que, enfin, c'est un projet commun. Ce que je veux dire, c'est que il faut que tout le monde se sente concerné et soit acteur du dispositif. À un moment donné, ça peut pas être juste l'employeur, ça peut pas être juste les agents. Ça peut pas être juste les organisations syndicales, ça peut pas être juste la médecine préventive. C'est vraiment un travail en commun. Chacun a son rôle à jouer. Et voilà, moi je vous le disais, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait aussi à un moment donné des prérequis, un terrain qui s'y prête, mais il faut que tout le monde soit acteur du sujet, qui est aujourd'hui, je pense, vraiment un des enjeux majeurs en termes de politique RH pour les années à venir. Pendant très longtemps, mais c'était aussi l'actualité, enfin, on était sur une politique RH qui était une politique sur le recrutement, la GPEC, mais tout ça est lié, la politique de rémunération, la politique d'attractivité et autres. Aujourd'hui, une des composantes majeures de la politique RH pour les employeurs, c'est effectivement toutes ces questions de cadre de travail, de conditions de travail qui font qu'aujourd'hui, et l'employeur et les agents doivent s'en saisir. Parce que sur la question, là, on l'a abordé, peut-être qu'Elisabeth en reparlera, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du vieillissement. Donc voilà, il faut aussi qu'on accompagne les fins de carrière. Il faut aussi vraiment essayer d'être voilà un peu inventif en la matière pour aussi que les fins de carrière puissent se passer le mieux possible. Mais l'usure professionnelle, on la retrouve chez des agents pour qui il reste encore 10 à 15 ans de travail à faire. Donc on a une usure professionnelle, une démotivation. Voilà, on rencontre aussi parfois des agents qui effectivement se sentent pas bien dans leur poste, se sentent aussi peut-être pas bien dans la collectivité parce que ce qu'ils font manque de sens. Donc on a aussi une responsabilité, un rôle dans donner du sens à l'action. Là aujourd'hui, en fonction de nos collectivités, que ce soit dans les projets, dans nos compétences et autres, il faut qu'on donne une forme de clarté dans les orientations qui sont données, les projets mis en œuvre. Ça participe du bien-être au travail que de savoir pourquoi on est là et on y va tous les matins. Donc c'est tout ça. Mais je pense sincèrement que c'est un vrai travail en commun. On est tous acteurs et un peu responsables. Il faut que voilà, on apprenne à travailler ensemble et à bien travailler ensemble sur ces sujets. On sent que les DGS, quand même, ont pas mal de boulot, quoi. Ah, ça c'est On clair. s'ennuie pas. Alors, docteur Marco Tullio, je voudrais revenir sur le rôle du médecin du travail avec vous. J'ai rencontré des élus qui me disent, bon ben voilà, il y a une réglementation, il faut être d'aplomb par rapport à la règle, on assure la sécurité de nos agents, mais qui ont toujours, comment dirais, une certaine distance à l'égard des médecins du travail. Ils ne les regardent pas forcément comme étant des alliés susceptibles d'éclairer leur politique. Qu'est-ce que vous répondez aux élus qui ont cette petite appréhension ? Alors, je répondrai ce que je dis à tous les chefs d'entreprise que je rencontre.
On n'est pas avocat, on n'est pas inspecteur, et on est souvent vécu comme justement des personnes qui sont les empêcheurs de tourner en rond et qui voient que d'un côté de la lorgnette, alors que ce que je vous disais en préambule, c'était on est là pour conseiller le salarié et l'employeur pour travailler le mieux possible ensemble. Je dis pas pour qu'on ait les meilleures conditions de travail et qu'il y ait zéro risque, mais c'est avec l'état des lieux, qu'est-ce qu'on fait pour que chacun y trouve son compte et que ça soit le moins délétère et pour l'un et pour l'autre. Est-ce que vous avez la possibilité, comment dirais-je, de proposer des solutions pratiques, de faire un retour d'expérience sur des situations que vous avez déjà vécues, de manière à pouvoir éclairer l'action des élus employeurs que vous côtoyez? C'est sûr que l'expérience, 30 ans de médecine du travail dans des différentes catégories professionnelles, vous avez des idées, vous en avez de plus en plus au fur et à mesure que ça avance, et c'est pour ça que ça me permet de travailler en collectivité actuellement, alors que pendant un certain temps, là, depuis 10 ans, j'étais en agriculture. Mais les idées, on arrive à les retrouver, et du coup, on peut conseiller. Il y a le conseiller en prévention aussi du centre de gestion qui est quand même très précieux là-dedans et qui a toute dans sa panoplie plein de choses à nous proposer. Et donc, on travaille beaucoup ensemble. Je lui donne les problématiques, il va faire les études de poste avec la connaissance de la problématique sous réserve du secret médical. C'est-à-dire, je lui dis, cette personne-là, elle est à tel poste, elle peut pas faire ceci, elle peut pas faire cela, elle peut faire ceci, elle peut faire cela. Qu'est-ce que tu peux regarder, qu'est-ce que tu peux proposer? Et il revient avec une étude de poste en donnant des solutions, et il y a un rendu de ces solutions sous forme d'un document, et puis on est totalement joignable pour proposer, et il propose même du matériel adapté, et quelquefois il suffit de pas grand-chose pour que la personne ait l'impression d'avoir été entendue et se dise ah, on s'occupe quand même de mes problèmes, et on regarde. Et puis c'est aussi à chaque fois pour le conseiller en prévention une manière de discuter avec la personne et d'aller voir si c'est pas la partie émergée de l'iceberg qui dissimule l'iceberg, et de voir quelle est la taille de l'iceberg. Donc c'est comme ça qu'on essaye de procéder, et je trouve que ça marche pas mal. Et c'est comme ça, je pense qu'on Donc, arrivera à faire progresser les choses, parce que on s'enrichit à chaque fois des situations qu'on a réussi à résoudre, et on peut les proposer par la suite dans les mêmes circonstances à d'autres élus. est-ce que je dois comprendre qu'on sait bien traiter les inaptitudes, madame? Alors là, c'est un autre traiter une inaptitude. Si déjà on a mis le mot inapte, c'est difficile de revenir en arrière. On est en capacité, plus on est prévenu tôt, d'anticiper les problèmes qu'il va y avoir et de mettre des solutions pour qu'on n'en arrive pas à ces problèmes-là. La personne qui commence à avoir mal aux épaules, il ne faut pas attendre qu'elle ait l'épaule complètement bousillée pour décider de faire quelque chose et dire au bout du compte, bah, de toute façon, il n'y a rien à faire, elle est inapte. Dès qu'il y a les premiers signes, et là on parlait tout à l'heure de vieillissement et d'usure, on dit que c'est à partir de 45 ans. Et donc 45 ans, il y a encore presque une vingtaine d'années à travailler. Et si jamais on est sur un poste qui déjà entraîne des difficultés physiques, on se dit que dans 10 ans, ça ne va pas s'arranger et qu'il faut y aller tout de suite. Et donc, pourquoi pas, ce que disait aussi pareil au tout début, parler de prévention primaire et dire bah, ce poste finalement, il expose à avoir en permanence les bras en l'air. Est-ce que pour que faire les vitres, on n'aurait pas l'intérêt à mettre quelqu'un sur une petite passerelle qui monte 3 marches, qui soit en sécurité, et du coup que pour faire les vitres, il les fasse à hauteur sans être obligé d'élever les bras. On a exactement la même chose pour les taillages de haies en espace vert. On a exactement la même chose pour quand on a des personnes qui doivent faire le ménage, qui montent d'un étage à l'autre, et ben peut-être un point d'eau en haut et en bas, et pas un point d'eau en bas, qu'elle soit obligée de monter les seaux au deuxième étage pour faire le ménage. C'est des petites choses extrêmement faciles à mettre en place, qui coûtent pas grand-chose, si un petit peu de plomberie, mais qui peut être fait justement par le service technique, et qui va mais totalement changer le confort de travail de la personne qui est exposée à ça, souvent en dehors des heures de travail des autres, et qui passe totalement inaperçue. Mais que nous, on voit au stade où elle commence à avoir mal au dos, mal au genou, etc. Donc c'est vraiment on a mis aussi en place, bon,
du fait de la carence des médecins, mais aussi dans ce but-là, les infirmières en santé-travail, qui sont là justement pour interroger on parle de presque accident en accident du travail, et ben là c'est pas des presque accidents, c'est des premiers symptômes de pathologie qui vont pouvoir se dégrader si jamais on fait pas quelque chose très en amont. Et là on rendra service à tout le monde. C'est ce qu'on appelle la prévention primaire. J'ai noté, madame, qu'on commence vraiment à être vieux à 45 ans, quoi. Eh ben on commence à s'user à 45 ans. Oui, oui. Dans ma salle, là, à Rouen, j'ai vu que tout le monde commençait à se regarder pour évaluer Voilà, son âge. un petit jeune, c'est Bon. moins de 45 ans. Bon, alors, je vais me retourner vers réinterroger nos personnes références dans chaque salle pour voir un peu quelles sont les questions qui sont posées ou qui sont remontées. Je commence à nouveau par vous, Leïla Fourneau. Oui, une question. Des activités physiques au travail peuvent être un levier pour prévenir l'usure professionnelle. Avez-vous travaillé sur ce sujet ou comment pourrait-elle s'organiser ? Alors voilà, je renvoie tout de suite la question vers la table ronde. La question des activités physiques au travail comme élément de confort et de facilité de vie au travail. Qui souhaite, c'est Madame Marco Tullio, évidemment, ou Madame Audrey Patry. Alors, moi, je veux bien les activités pour prévenir les problèmes physiques. Si vous proposez ça à un cantonnier ou à quelqu'un qui s'occupe de l'entretien des bâtiments et qui a les bras en l'air, il va vous dire, vous trouvez pas que j'en fais suffisamment d'activités physiques dans la journée pour que vous me proposiez ça. Donc, il faut y aller très mollo, et nous, on y va très mollo. Quand on propose ce genre de choses, je pense qu'on peut le proposer aux personnes qui sont sédentaires. Il faut faire très très attention aux personnes qui ne sont pas sédentaires de leur proposer. Là, ils se disent mais vous foutez de moi, quoi, c'est pas possible. Donc le proposer, ça peut être par exemple de proposer un ticket réducteur pour une activité sportive par la communauté. Mais il faut pas leur dire allez faire du sport, c'est bon pour la santé. Déjà le sport c'est pas toujours bon pour la santé quand on le fait pas bien. Regardez les tennisman, le nombre de hernies discales, de tennis elbow qu'ils peuvent avoir. Hein, c'est pas, le terme n'a pas été inventé par les travailleurs. Et donc, faut vraiment faire très attention à ce type de recommandations. Quand on a mal au dos, faire de la piscine. Je ne sais pas si vous vous voyez en train de nager, mais vous êtes un peu le cou en l'air, donc vous aurez peut-être plus mal au dos, mais alors là, votre cou, vous aurez plus de cervical. Donc, il faut vraiment faire attention. Et je pense que ces conseils, ils peuvent être donnés par un médecin et par le médecin, peut-être le médecin traitant. Merci. Oui, je pense que après, il faut que ce soit effectivement fait de façon correcte, on va dire. Et j'ai eu connaissance là cette semaine qu'il y avait une structure publique sur Alençon qui proposait du sport santé. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de sport santé à ses salariés, et pour le coup avec un enseignant formé en activité physique adaptée, parce qu'effectivement celui qui, par exemple, qui a le cantonnier, voilà, qui a un travail physique, peut-être que c'est quand même intéressant de lui proposer d'aller muscler son dos de façon correcte pour diminuer les contraintes lors du port de charges lourdes ou des choses comme ça. Après, effectivement, il faut que les choses soient faites correctement. Merci beaucoup. Ali Gadi, à Évreux. Oui, alors du coup j'ai deux questions. Comment le médecin du travail peut entendre le point de vue d'un employeur par rapport à ce que dit l'agent au médecin? Existe-t-il une possibilité pour l'employeur de transmettre son avis? Et comment faire la différence sur le cas d'un agent entre « je ne peux pas » ou « je ne veux pas » pour un médecin du travail? Alors, Madame Marco Tullio. Alors, on est là, comme je disais, on est là pour écouter les deux. On est là pour écouter les deux et pour voir le point de vue des deux personnes. Et on essaye ensuite de faire un tri. Donc, l'expérience est quand même pas mal pour ça. Un employeur a des exigences et a des choses à remplir, il a des tâches à faire exécuter. Et le salarié, il a des choses à faire et il veut pas non plus se faire mal. Donc, nous, on peut aider. On a aussi les fiches de poste qui sont là pour... les gens ont quand même signé pour des fiches de poste. Donc, elles sont là pour accompagner et voir ce qui est faisable. Et nous, on détaille les fiches de poste en disant ça, il peut pas, ça, il peut. Et on a quand même des appuis médicaux. Moi, je ne donne pas de restrictions si j'ai pas l'avis du rhumato, l'avis du cardiologue, l'avis... C'est-à-dire qu'on
on s'entoure quand même d'avis sapiteurs pour entraîner des restrictions, parce qu'on sait très bien qu'en réalité, quelquefois, une restriction, ça peut être une inaptitude au poste. Les années 2000 ont, dans d'autres entreprises totalement en dehors de la fonction publique, ont donné lieu à des entreprises où on vous demande d'être remplaçant partout, parce qu'on est une grande communauté d'amis et on se remplace partout pour rendre service à tout le monde. Et donc, à partir du moment où vous pouvez pas faire une chose, on vous dit, bah, dans ce cas-là, vous êtes inapte. Et ça, c'est pas acceptable. Donc, il faut vraiment détailler avec des avis circonstanciés ce que la personne peut faire et peut pas faire, en connaissant la physiopathologie, en discutant avec l'employeur, en discutant avec le responsable de service, et puis faire ce choix et ses recommandations après. Et puis toujours la même chose avec l'aide du conseiller en prévention qui peut nous aider en donnant quelquefois une idée de génie auquel personne n'a pensé sur l'organisation du travail, qui fait qu'il ne va pas faire la même action pendant 3 heures, mais un petit peu toutes les heures, et puis entrecoupé d'autres choses où ce sera une autre articulation qui travaillera. Sandrine Guillois, à Argentan. Oui, alors nous n'avons pas de questions, mais comme nous sommes en direct, je ne doute pas que le moment du déjeuner va être le moment des questions. Donc, ça se prolongera sûrement après la table ronde. Merci Sandrine. Marlène Congalves, Caen. Alors pour le 14, nous avons une remarque qui débouche sur une question concernant la démarche de QVCT, qui se rapproche d'une politique handicap qui peut être mise en œuvre dans une collectivité, notamment concernant le plan d'action, une instance de pilotage et de suivi. Quels liens font les intervenants entre ces deux démarches ? Alors là encore, c'est vers vous, Madame Martoglio, que les choses se précisent. Alors le lien entre QVT et handicap, je dirais plutôt que c'est handicap et prévention de la désinsertion professionnelle. Et alors ça fait partie aussi de la vie QVT, de maintenir les gens en emploi même quand ils ont des problèmes de santé. C'est obligatoirement effectivement une politique globale. La prévention de la désinsertion professionnelle, ça s'adresse quand même, c'est une démarche individuelle. Et donc c'est plutôt un cas qu'on expose avec différentes restrictions pour la personne et aux différents acteurs du poste de travail. Et donc, ça doit s'inscrire dans la politique de QVTC, CT de l'entreprise, mais pour moi, ce n'est qu'un petit élément à côté. On doit être justement dans la prévention du handicap. Pierre Morel, à Saint-Lô. Oui, merci Bertrand. Une première question qui s'adresse à la communauté de communes d'Andenne Passé. Avez-vous un exemple d'accompagnement de fin de carrière réussi? Et une seconde question plus générale. Avez-vous des solutions pour motiver des agents en fin de carrière à suivre des formations, notamment sur le volet numérique? Madame Leb. Alors, sur la première question, sur un exemple, oui, on a un cas de figure, mais notamment un agent qui était à 1 an de la retraite, qui rencontrait des difficultés dans son poste et qu'il l'a évoqué. Alors sur un poste qui était exposé, déjà un poste physique, un poste d'agent technique, et avec une exposition au public et le public pas facile parfois. Donc un agent qui souhaitait finir sa carrière, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas non plus souhaité s'arrêter, enfin ou autre. Donc en lien avec le service et puis les différents partenaires et acteurs, que ce soit représentants du personnel qui ont aussi accompagné la démarche. On a changé d'affectation et changé d'emploi l'agent pour sa dernière année, sur un poste qui correspondait totalement et à ses qualifications, ses compétences, et qui lui ont permis pour cette dernière année, et qui correspondait à un besoin du service. On n'a pas créé le poste pour régler le problème, ça correspondait vraiment aux besoins du service. Et bien qui ont permis à l'agent d'avoir une dernière année de carrière qui s'est très très bien passée et voilà, qui est parti très heureux en retraite. Et même pour la collectivité, c'était satisfaisant puisque on avait vraiment un agent qui était en réelle difficulté et en mal-être au travail du fait de sa fonction. Même si on avait essayé de mettre en place des choses,
Mais voilà. Donc voilà, je ne sais pas si... Oui. Pierre, il y avait une deuxième question, c'est ça? Oui. Oui, tout à Sur fait. la formation. Les La formation, sur oui. la pour inciter. sur la formation et notamment au numérique sur les fins de carrière. Et c'est vrai que c'est pas facile. Alors nous, on a fait aussi en lien avec Madame Duhart un gros travail au niveau du plan de formation, puisqu'on se rend compte que la formation est un élément essentiel pour tous ces sujets. Et notamment pour les agents qui sont en fin de carrière, puisqu'on modernise les outils de travail. Et c'est vrai qu'on a des agents qui ne sont pas aguerris ou qui parfois sont aussi réfractaires à la chose. Donc, on monte des plans de formation. En fait, on essaie d'élaborer des plans de formation adaptés à chaque fonction. Et sur notamment, j'ai en tête un ou deux exemples là, sur la question du numérique. Et on l'inscrit dans un plan global qui est la formation, mais la réorganisation du service et autres, et notamment la mise en place de logiciels et de tablettes obligatoires sur certains services. Et pour le moment, ça s'est plutôt bien passé. Mais Une c'est pas question. simple. Là, je pense que non, effectivement, et c'est vrai que parfois sur des agents en fin de carrière, on peut se voir rétorquer, oui, de toute façon, il me reste qu'1 an à faire, je vais pas m'y mettre maintenant, ou j'ai toujours fait comme ça, je vais pas changer maintenant. Mais voilà, c'est tout un travail d'accompagnement en lien avec le service, le responsable du service et les besoins du service. Parce que c'est vrai qu'en fait, c'est aussi ça parfois la difficulté, c'est de trouver le juste équilibre entre tout ce qu'on se dit et les nécessités de service et au final un service à rendre, un service public à rendre. Voilà. J'espère Une avoir dernière, répondu aux 2 questions. oui, une dernière question, Madame Leb. Qu'est-ce que vous attendez du CDG de l'Orne? Non, mais on a la chance de plutôt bien travailler avec le centre de gestion de l'Orne, qui est voilà, nous qui est vraiment un soutien et une ressource, que ce soit sur des questions pratico-pratiques, que ce soit sur des questions statutaires, parfois du conseil aussi. Par contre, là où aujourd'hui on s'appuie beaucoup dessus et on travaille en lien, le service des ressources humaines, moi et les services du centre de gestion, c'est surtout ces enjeux d'hygiène, sécurité, conditions de travail. Le document unique, on l'a mené avec le centre de gestion. Ça a été un long travail, mais on est vraiment très satisfait du résultat. Donc, le centre de gestion, c'est notre conseil. C'est parfois une bouée de sauvetage quand on est un peu en difficulté, que voilà, on a besoin aussi d'un regard extérieur. Donc non, nous, c'est vraiment un partenaire et sur lequel on compte beaucoup, et sur la médecine du travail aussi, puisque comme vous tous, on est confronté à de plus en plus de situations sur des problématiques d'inaptitude, des problématiques de mal-être au travail, de risques psychosociaux et autres. Donc, on s'appuie aussi sur le centre de gestion pour essayer de trouver des solutions et avoir leur avis sur le sujet. Et on est plutôt satisfait des réponses qui nous sont apportées et du travail qu'on arrive à mener ensemble. Voilà. Merci beaucoup, Madame.